Bien le bonjour les amis, c'est Sendo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour, je pense la première fois pour une preview, UFC. Voilà, il y a l'UFC, 311 qui arrive, d'ici, une semaine au moment où je tourne cette vidéo et ben, voilà, j'ai envie d'en parler. C'est une carte que je ferai en live et voilà, je vais faire 2 previews en fait, enfin 2 previews vidéo, de genre, 2 vidéos preview de ce genre. Une sur le main event entre, Islam Makhachev et Arman Tsarukyan et la deuxième, en l'occurrence la première, celle que vous êtes en train de regarder, sur le combat entre Oumar Nurmagomedov et Merab Dvalishvili. Voilà, les 2 s'affrontent pour le titre, Undisputed détenu par Merab Dvalishvili avec, Nurmagomedov qui est, numéro 2 au classement, UFC. Voilà, ce dernier étant invaincu en, 18 combats. Voilà, de 18 combats, 10 par finition, 8 à la décision. Sur ces 10 finitions, il y a 7 soumissions et 3 KO/TKO. Ouais, il a obtenu ce title shot face, enfin, en faisant un très gros step-up de ranking, face à Cory Sandhagen qui était, bah, ouais, numéro 2 lui aussi, au moment de leur combat en je sais plus quand, je crois que c'était en octobre 2024. Voilà, peut-être à vérifier. Voilà, avant ça, bah, il avait et c'est un gars qui a été énormément évité. Il a longtemps stagné, au niveau du top 15. Voilà, parce il y avait très, très peu de gars qui voulaient le prendre à une début, ouais, ouais, sur le peut-être pas premier semestre, il y a une période fin 2023 si je me souviens bien et tout début 2024, il y avait eu quelques rumeurs, quelques propositions de combat apparemment pour, un combat face à Omar face à Merab pardon. Il y avait aussi eu une, très rapide, pendant 1 ou 2 semaines, des rumeurs sur un possible combat face à Henry Cejudo. Le combat face à Cory Sandhagen avait déjà été, planifié une fois en août 2000, ou juillet 2023 où Mars était blessé et du coup, ben, Cory Sandhagen avait dû prendre un remplaçant en reponte. Mais sauf que pendant le combat, Cory Sandhagen lui aussi s'est blessé, donc il a fallu attendre plus d'1 an avant que ce combat soit replanifié. Il a eu lieu, Oumar l'a gagné et a obtenu sa chance pour le titre détenu par Merab Dvalishvili et qui de son côté, ben, est à lui aussi de 18 victoires, sauf que lui il a 4 défaites, heu, 2 en dehors de l'UFC et 2 à l'UFC. Ses 2 premiers combats, l'un par décision partagée, je sais plus face à qui et l'autre par soumission face à Ricky Simon qui, bah, voilà, qui a été un ranked fighter pendant quelques temps, pas à ce moment-là, mais voilà, à ce moment-là, il était sur un sacré momentum. Il venait aussi d'arriver à l'UFC. Je crois aussi que c'était son premier combat à l'UFC. Ouais, et je crois que juste après, il perdra face à Uriah Faber qui faisait son retour. C'était quand même un bon événement. C'était pas un main event, mais c'était un combat qui était sacrément en vue. Ricky Simon s'était pris un gros stop. Suite à ça, il était revenu sur une grosse série de victoires avant de perdre face à Sangadong et un peu de chuter. Mais voilà, c'était pour un peu replacer cette défaite. Mais voilà, c'est quand même pas une défaite humiliante pour Merab qui, ben, après, a enchaîné et alors qu'il était à 2-0 enchaîne sur la plus longue série de victoires de l'histoire de la division à l'UFC, avec 11 victoires consécutives et ben, voilà, qui est toujours en cours à l'heure actuelle d'ailleurs. Enfin, ouais, évidemment, j'ai presque envie de dire et enfin, voilà, sa série de victoires a vraiment pris une sacrée envergure depuis 2020 à mon sens, avec une grosse décision sur, peut-être je crois le dernier combat de John Dodson. Voilà, John Dodson, faudrait que enfin, c'est un des gars les plus sous-cotés de l'histoire de l'UFC, alors que c'était un gars qui a remporté le TUF en battant un jeune TJ Dillashaw qui a fait 2 combats de légende face à Demetrius Johnson, le grand adversaire de Demetrius Johnson à mon sens. Et voilà, enfin Johnson qui a quelques très grosses autres victoires et qui a surtout de très, très grandes défaites. La plupart de ses défaites, c'est face à l'UFC, en tout cas, c'est vraiment face au gratin du gratin. Donc voilà, première victoire de rang à mon sens face à pour Merab Dvalishvili qui a ensuite enchaîné avec Cody Stamann qui était aussi un bon ranked fighter pendant une période. Ensuite, il prend Marlon Moraes qui à ce moment-là était dans le bas du top 10, il me semble, il était déjà sur 2 défaites consécutives, voilà, 4, enfin 3 sur ses 4 derniers combats, tout ce que vous voulez. Mais voilà, Marlon Moraes, c'est un grand nom de la division bantamweight dans son ensemble et voilà, c'était un très gros combattant à l'époque. Il me semble qu'il était encore dans le top 10 à l'époque. Il est peut-être même sur le haut du top 10, voilà, juste en dessous de la 5e place, si je me souviens bien. Et ben, c'est un combat, premier round absolument dantesque, enfin, combat absolument dantesque, mais notamment le premier round où
Voilà, le combat qui commence plutôt doucement, Marlon Moraes qui chope, Dvalishvili sur un crochet gauche monstrueux, Dvalishvili qui a ça du chaos, qui a ça de se faire finir, mais qui tient et qui revient petit à petit pour finir par arrêter Marlon Moraes au deuxième round. Voilà, combat absolument dingue. Ensuite, voilà, ben, la victoire face au légendaire, José Aldo, voilà, qui à ce moment-là était encore numéro 3 ou numéro et même peut-être même numéro 2 de la division si je ne m'abuse. Donc voilà, combat qui est, très frustrant étant donné au vu du fait que c'était à Salt Lake City en altitude. Donc voilà, c'est ouais, et cette carte-là de l'UFC 278, tous les combats avaient été affectés par l'altitude, notamment celui-là. Mais bon, il n'en reste que Merab l'emporte par décision unanime. Et puis, voilà, le combat qui le fait réellement exploser face à Petr Ryan, que j'avais fait en live à l'époque, hein. Le live est toujours disponible. C'était le live Team Tsu contre, mince, comment il s'appelle? Tony Harrison. Et en fait, sur la première partie du live, je commentais ce combat-là. Là, parce que voilà, j'avais bien envie de le regarder, c'était un bon Fight Night et j'avais vraiment envie de commenter voilà, ce combat-là. Et voilà, là, quelle performance de Marlon Moraes qui l'emportera à 50-45 face à Peter Ryan qui sortait de ces deux défaites très controversées face à James Sterling et mince. Ah putain. Sean O'Malley, pardon. Voilà, deux défaites extrêmement controversées. Plusieurs personnes voyaient Petr Ryan l'emporter. Il était encore voilà, peut-être numéro 2 à ce moment-là, et je crois peut-être même numéro 1. Voilà, à ce moment-là, Merab était numéro 3. Et domination totale et absolue de Merab, qui a ensuite dû attendre un bon moment avant de recombattre. Il recombattra en février face à Henry Cerudo, qui sortait de sa défaite là encore très serré face à James Sterling. Et j'ai revu le combat pour préparer cette vidéo. Le premier round est très serré, plutôt à l'avantage de Cerudo. Le deuxième round est vraiment très, 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 très serré. Je le donne un peu plus à Merab, mais vraiment de rien. Et le troisième est très clairement pour Merab. Ça, il y a vraiment. Il n'y a, pas- y a, pas- y a rien à dire. Et voilà, combat très serré face à une légende de l'UFC. Et enfin, il obtient son title shot face à Sean O'Malley. Et il remporte enfin cette ceinture à laquelle il a couru pendant toutes ces années en dominant de la tête et des épaules O'Malley dans un combat assez soporifique, on va pas se mentir. J'avoue que j'ai pas pris le temps de le revoir pour préparer cette vidéo. Mais voilà, c'est un peu tout ce que j'avais enfin, pour présenter les deux. Voilà, pour faire un peu le profil pour ces faiblesses des deux combattants, voilà, on va commencer par le challenger. Alors, si je devais le définir en un mot, voilà, Nurmagomedov, voilà, c'est le petit cousin de Khabib. Il est dans la team Khabib, etc. Dans enfin, la team formée par feu Abdulmanap. Abdulmanap. Ah putain, pardon pour la prononciation, je suis désolé de prononcer si mal. Et donc voilà, en fait, Nurmagomedov, alors certes, c'est vrai qu'il a un gros background en lutte, il vient de la lutte à la base, mais personnellement, aujourd'hui, pour moi, c'est vraiment devenu un très très bon striker. Il commence avant tout sur ses combats en striking. Son combat face à Cory Sandhagen, il s'est fait le plus gros du temps en striking. Et ben en fait, pour moi, vraiment, c'est devenu un excellentissime striker. Et vraiment, je pense même dans la team Khabib, je pense même que c'est le meilleur striker à l'heure actuelle, je pense, personnellement. Enfin, je le catégoriserais plutôt comme ça. Sa grosse force, sa très très grosse force en striking, ce sont ses kicks. Ouais, il a des kicks, voilà, il a tous les kicks, voilà, les classiques middle, high, low, enfin leg kick, front kick, etc. Il les a tous. Il envoie très souvent les question mark kicks aussi. Il en envoie quelques-uns. Voilà, il envoie même parfois des kicks qui ont pas trop de nom. Voilà, c'est notable. Enfin, vous voyez énormément sur ces combats. On voit face à des non-ranked. Donc vraiment pour moi, sa très grosse force sont ses kicks et ce qui lui servent bien plus que son anglaise, en fait, qui lui servent bien plus à gérer la distance que son anglaise. C'est normal étant donné que les kicks, généralement, ils ont une portée bien plus importante que les attaques en anglaise, notamment les jabs, etc. Au sol, sa grosse, enfin, en préhension plutôt, dans les sports, enfin dans la catégorie préhension du MMA, c'est sa grosse force pour moi, c'est qu'il est, enfin, ouais, j'en parlerai un peu plus quand je parlerai de un peu de ses faiblesses, mais vraiment sa grosse force, c'est qu'il est incroyable pour prendre le dos. La plupart ces takedowns, ils viennent à partir pour prendre pour prendre le dos. Ses shoots, il les fait avant tout pour récupérer le dos. Enfin voilà, ses prises de dos sont incroyables. Son travail à partir du dos est vraiment excellent.
Ouais, aussi dans ses très grosses forces, et incroyable gestion de la distance. Assez classique, mais enfin, assez classique pour les combattants, pour les kickers, mais vraiment sa gestion de la distance, elle est exceptionnelle face à Cory Sandhagen, qui est pourtant un maître de gestion de la distance. Ben, pour moi, c'est vraiment Oumar qui contrôlait le rythme du combat, qui contrôlait la distance du combat généralement, et c'est pas banal de faire ça face à Cory Sandhagen. Mais là où il était excellent, enfin, dans la gestion de distance, plutôt sur son pied arrière, en fait, les moments où il a le plus impacté Sandhagen, c'était quand il mettait la pression, et sur sa pression, ben, c'est là où il déroule son anglaise, et son anglaise aussi est vraiment excellente. Il l'utilise de façon plus parcimonieuse, mais voilà, il sait alterner le corps et la tête. Il travaille surtout, enfin, de ce que j'ai vu, enfin, j'ai pas revu tous ses combats pour préparer cette vidéo. Je me suis surtout concentré sur son combat face à Cory Sandhagen, étant donné que c'est son plus récent, que c'est face à son adversaire de plus haut calibre. Mais voilà, son anglaise est aussi très très bonne. Ça, y a pas de doute. Et voilà, après, voilà, le reste, donc voilà, en gros, c'était un combattant très complet. Et voilà, je le répète, mais pour moi, sa principale force sont vraiment ses kicks qui sont particulièrement impressionnants. Euh, dans ses faiblesses, entre guillemets, entre gros guillemets, ou plutôt, enfin, les quelques manques qui pourraient encore améliorer son jeu, ses shoots dans les jambes. Ouais, c'est de single leg, principalement single leg. Il arrive peu à vraiment capitaliser dessus et à vraiment, je sais pas, avoir finaliser ses takedowns à partir de ses shoots. Voilà, bon, généralement, c'est surtout pour aller chercher le dos, mais voilà, quand il y a une bonne défense sur ses prises de dos comme ce Sandhagen l'a fait, ouais, il arrive pas vraiment à capitaliser là-dessus. J'ai pas vu enfin, dans les combats que j'ai vus, je l'ai rarement vu lutter à la cage, donc bien sûr, je partirais du principe que comme il est daté par Habib, il sait très bien faire ça, mais bah, comme je l'ai vu, je peux pas vraiment juger à proprement parler, comme je ne l'ai pas vu, j'ai pas pu vraiment juger proprement sur sa lutte à la cage, etc. Et ces deux, pas forcément défauts, enfin, pas de défauts dans l'absolu, mais qui peuvent se transformer en défauts, c'est un manque d'activité, voilà, assez criant. Je pense que c'est un gars qui peut assez facilement être débordé par l'activité. Et je trouve qu'il restreint trop sa puissance de frappe. Il gère trop à la touche. Ses kicks sont excellents, mais il envoie avec très, très peu de force. Il les envoie vraiment pour gérer la distance et ben, voilà, gérer la distance et marquer des points. Et généralement, il envoie pas avec une énorme puissance. Ce qui est pas un défaut dans l'absolu, mais si tu arrives pas à entamer ton adversaire et que ton adversaire, ben, arrive à le submerger, ça peut se transformer en défaut. Et ça colle bien parce que Merab Dvalishvili, pour passer sur lui, sur ses forces et faiblesses, à commencer par ses forces, ben, sa grosse force, ce pourquoi il est réputé, c'est sa pression. C'est un mec qui met constamment, constamment la pression. Il a un cardio invraisemblable, même pour ses divisions. C'est un cardio qu'on a rarement vu. Il a un très haut volume de jeu, que ce soit en striking ou en lutte, principalement en lutte, hein. Il a une très très bonne lutte, surtout, ben, voilà, surtout le lutte à la cage, dirty boxing, etc. Euh, une très très grosse force pour moi, c'est ses calf kicks. Voilà, face à Peter Yan, c'est vrai, ça a vraiment été ça voilà, ça a vraiment été ça le game changer. En 2 rounds, il a flingué la jambe de Peter Yan en quoi? 7 calf kicks, à tout péter. Et vraiment, ben voilà, après, Peter Yan qui travaillait surtout en orthodoxe, il a été obligé tout le reste du combat de travailler en southpaw. Et Peter Yan est compétent en southpaw, mais il est quand même moins, à mon sens, en orthodoxe. Bon, dans ses grosses forces, il a ben, très gros menton. On l'a vu face à Marlon Moraes. Il y en a beaucoup il y en a beaucoup qui se sont pris autant de coups. Enfin, il y en a beaucoup qui se sont pas pris autant de coups que lui avant de tomber, hein. Voilà, Marlon Moraes, c'était un énormissime puncher. Faut pas oublier ça. Sa fin de carrière est particulièrement tragique à Moraes, mais faut pas oublier qu'à son prime, c'était un gars qui était extrêmement dangereux, qui a sérieusement mis Cero dans le mal en 2019. Donc voilà, c'était vraiment pas n'importe qui. C'était un énorme puncher et ben il n'en reste que Merab l'a quand même bien bien encaissé. Et aussi bon bah ça renjoue un peu le menton, mais c'est son mental, c'est un gars qui va jamais lâcher. Je crois que ben cette seule défaite par soumission face à Ricky Simon, il me semble pas que c'est qu'il tape, mais qu'il est voilà, ouais, il s'endort, voilà, parce que ben voilà, guillotine, donc voilà.
étranglement enfin prise sanguine, soumission sanguine, donc au bout d'un moment, ce n'est qu'un homme, il peut perdre conscience sur ce genre de soumission. Mais voilà, sinon, c'est un gars qui a un énorme mental et dans ses forces, on va parler un peu de son anglaise parce qu'il y a à la fois ce qui est pour moi une de ses plus grandes forces et à la fois ce qui est pour moi une de ses plus grandes faiblesses. Donc sa grande force pour moi dans son anglais, c'est son bras arrière. Il a un excellentissime bras arrière, surtout en direct, mais il sait très bien le placer. Il a un très bon timing là-dessus. Il est toujours très précis. Il a une très bonne puissance sur son bras arrière. Voilà, il a un très bon 1-2, c'est aussi à notifier. Donc ouais, c'est vraiment c'est une de ses grosses forces pour moi, c'est vraiment son bras arrière. Il s'en sert aussi pour casser la distance. Ouais, j'ai oublié de le notifier, mais, et j'ai oublié d'ailleurs ouais et j'ai oublié de un peu de notifier sur, Nurmagomedov. Je crois avoir dit qu'il était très bon dans les 2 gardes, Nurmagomedov, mais c'est quand même plutôt un prédominant southpaw et Merab, c'est quasiment enfin ouais, personnellement, je ne l'ai vu combattre qu'en orthodoxe. Donc, voilà, voilà, principalement orthodoxe, donc bras arrière, bras droit. Mais ce qui est selon moi sa défaite, n'importe quoi, son défaut sur son anglaise, autant il a de très bons un très bon bras arrière et même sur son bras avant, il a un bon crochet gauche. Cela dit, il a un jab assez moyen. Il est pas mauvais, mais il s'en sert pas toujours de la meilleure des façons. Heu, enfin, des fois, il a du mal à capter la distance avec son jab et voilà, il a pas une mauvaise mécanique de frappe, mais voilà, il a peu d'impact sur son jab. Il sert généralement peu à travailler à préparer ses attaques et voilà, c'est pas son meilleur moyen de capter la distance. Alors, c'est pas un mauvais jab non plus, mais voilà, c'est pas le un son il a pas un excellentissime jab selon moi. Ça d s Enfin, ouais, son gros défaut, selon moi, c'est sa défense de manière générale. Il est assez haut dans sa posture, il est assez haut, il a les jambes assez écartées, mais il est assez haut dans sa posture, il utilise beaucoup les in and out et à posture haute, c'est quand même bien d'avoir une bonne responsabilité défensive et il l'a pas du tout. Il a souvent les bras très relevés, mais assez écartés du visage. Il a vraiment pas une garde serrée, ce qui fait qu'au visage, il a pas une excellente défense et surtout, sa midsection, sa ceinture abdominale, elle est incroyablement, exposée. Voilà, il a des ouvertures colossales sur sa ceinture abdominale. Il y en a peu qui l'ont utilisé jusqu'à présent, mais c'est vraiment une piste contre lui, à utiliser contre lui. C'est vraiment les body shots, que ce soit en kick ou en anglais. C'est vraiment un truc, à notifier. Hem, ouais, le contre-coup de sa très bonne, enfin de son immense compétence en pression, c'est que quand on le met sur son pied arrière, il est pas excellent. Voilà, il a plutôt de bons déplacements, il sait bien, circle out, il a de bons déplacements latéraux. C'est assez que j'ai enfin, de ce que j'ai vu, c'est assez compliqué quand même de le coincer à la cage. Voilà et pourtant il a quand même affronté quelques bons pressure fighters et quelques bons catch cutters. Petorian, vraiment c'est un très, très enfin, je reprends ce combat parce que c'est vraiment son combat référence, mais c'est un très, très bon catch cutter. Il a été incapable de le coincer contre la cage. Cerudo aussi, bon catch cutter et qui a mis la pression sur le plus gros du combat, il a eu beaucoup de mal à le coincer à la cage. Mais le truc, c'est qu'il est très peu actif, sur son pied arrière. Il contre quasiment pas. Je le vois très, très peu contrer. De temps en enfin, j'ai vu très, très peu contrer. De temps à autre, il envoie un check hook de temps en temps sur son crochet gauche qui est très bon, donc qui passe bien. Mais voilà, c'est très, très peu de contre et voilà, je pense que si en le mettant sous pression, il y a vraiment moyen de neutraliser une bonne partie de son de son jeu. Et dernier défaut, toujours sur sa défense, donc voilà, vraiment c'est son très gros défaut selon moi, c'est qu'il est très sujet au crochet gauche. Voilà, c'est là-dessus qu'il s'est fait connecter, salement connecté face à Marlon Moraes. Cerudo a une très, très bonne séquence aussi, sur un crochet gauche dans le premier round et c'est ce qui lui donne le premier round selon moi et pas que selon moi, je crois que d'ailleurs, au moins 2 des juges ont été d'accord sur ce point. Je vais quand même aller vérifier histoire de pas vous raconter des histoires de pingouins. Ouais, 29-28 pour les 3 juges. Donc je pense que c'est le premier round qui donne à Cerudo et c'est très clair que c'est grâce à ce, crochet gauche qui a mis dans le mal, Merab et donc voilà, c'est un peu tout ce que j'ai à dire sur ses défauts. Alors pour la partie, essayer de faire le game plan, enfin si on
c'est un exercice que je vais complètement piquer à Fight Minds, hein, voilà, c'est je ne m'en cache pas. Mais voilà, que j'aime aussi bien faire, qui est très intéressant à faire. Donc voilà, si je devais faire un peu si j'étais dans le coin d'un des 2, personnellement, si j'étais dans le coin d'un des 2, personnellement, ce que je lui conseillerais de faire, c'est beaucoup travailler son jab. Comme j'ai dit, c'est un de ses axes d'amélioration, un de ses défauts. Il a pas un excellent jab et je pense que face à un gars comme Merab qui a un très bas volume, un très bas volume, heu, je pense qu'un bon jab permettra de bien organiser ses attaques, souvent le doubler pour bien mettre du volume. Voilà, beaucoup de calf kick. Le truc, c'est que comme il est orthodoxe, la plupart de ses calf kicks, il les envoie beaucoup en garde fermée et je pense quand même que Oumar devrait beaucoup se positionner en southpaw et le truc, c'est que dans son combat face à Petr Yan, Heu, Merab envoyait quasiment pas de calf kick en garde ouverte et je pense que c'est un peu plus risqué, c'est vrai, étant donné que, ben, en garde ouverte, étant donné que la position de la fin, que la jambe est étant donné que la jambe gauche étant donné que c'est la jambe de gauche, il y a plus de chances que le kick touche plus le tibia que le mollet, étant donné que le calf kick vise plutôt le mollet. Il y a beaucoup plus de chances que ça touche principalement le tibia, donc c'est que ça soit un peu moins efficace sur l'adversaire et bien plus douloureux pour celui qui le lance. Mais voilà, je pense quand même que c'est un truc qu'il lui faudrait. Heu, enfin, une de ses grosses qualités, mais qui peut peut-être un peu se transformer en défaut, face à Oumar, surtout face à Oumar, c'est que, heu, il travaille très peu sur le contrôle dans sa lutte. Ouais, très, très peu. Enfin, c'est un gars qui est, comme j'ai dit, volume, mais vraiment avant un très, très, très haut volume. J'avoue que j'ai pas la stat de combien il envoie de frappes à la minute, mais à mon avis, ça doit être assez colossal. À mon avis, on doit pas être loin des 10 frappes à la minute. Même, je me demande même si on les dépasse pas. Mais bref, c'est voilà, très, très haut volume de frappe, notamment sur les phases de lutte où il laisse quasiment pas le temps enfin, il laisse pas le temps à son adversaire de recomposer la garde. Face à un gars qui est très bon en scramble, comme là, par exemple, était Petr Yan, c'est un coup, enfin, oui, comme l'est Nurmagomedov, c'est un coup à laisser filer les positions et à perdre les positions. Donc, je pense que sur les phases de lutte, que ce soit en clinch à la cage ou s'il arrive, et c'est pas garanti, à mettre au sol Oumar, un peu plus capitaliser sur le contrôle pour pas perdre les positions et ensuite voilà un fameux adage en anglais, position before ground and pound ou position before submission, mais ouais, c'est plutôt un combattant de ground and pound de la HVI, donc je vais plutôt dire comme ça. Principe que bien contrôler les positions et garder le contrôle un maximum de temps pour gagner et d'une part aussi pour gagner du temps. Voilà, s'il garde le contrôle pendant une minute et qu'il met plus de frappes que Omar, ce qui a de grandes chances d'arriver, ben, il gagne une minute et ça fait des points que Omar doit rattraper par la suite. Donc voilà, je pense que le contrôle, c'est aussi un truc assez important. Pas stagner au kicking range. Voilà, c'est un truc que j'ai oublié de noter sur mes notes, mais vraiment ne pas stagner du tout au kicking range. Le truc, c'est que voilà, Merab, il a tendance un peu, enfin, Valigili, il a un peu tendance à, il hésite pas à envoyer des kicks et à rester à longue distance. Face à Nurmagomedov, à mon avis, c'est vraiment pas une bonne idée de rester au kicking range. Donc voilà, rester au plus long au boxing range, privilégier les phases de clinch et de lutte. Beaucoup utiliser, enfin, le dirty boxing, c'est un truc aussi. Voilà, généralement, c'est pas encore tout à fait, enfin, ouais, généralement, son jeu est assez séquencé. C'est que quand on fait du striking, on fait du striking et quand il fait du sol, de la lutte, il fait du sol. Sur les phases de clinch, il cherche vraiment à mettre au sol pour continuer son travail à partir de là et hem et voilà, dans le clinch, de ce que j'ai vu, dans les quelques combats que j'ai revus, je trouve qu'il ne privilégie pas assez le dirty boxing et je pense que c'est un truc face auquel, Oumar peut avoir les solutions, mais à mon avis, pourra manquer un peu de solutions et un dernier point et ça c'est un truc qu'il faudra enfin, ça c'est un truc que je l'ai un peu mis entre parenthèses, j'ai vraiment mis en dernier parce que je suis pas sûr que ce soit, forcément très efficace. Ou qu'il puisse simplement le faire, c'est que j'ai noté essayer de baisser son centre de gravité. Pourquoi? Parce que, ben, comme je l'ai dit, il a une posture assez haute,
enfin, il a les jambes assez écartées, mais il a une posture assez haute, assez droite et ce qui fait qu'il a vraiment pas une bonne garde, donc essayer de resserrer sa garde, baisser un petit peu son centre de gravité pour assurer une plus grande protection, notamment au niveau de sa ceinture abdominale. Voilà, je ne sais pas s'il est capable de le faire étant donné que, ben, la posture, c'est vraiment un réflexe. C'est difficile de bien penser à sa posture. Mais voilà, je pense que c'est un truc qui peut favoriser sa responsabilité défensive et aussi favoriser son attaque, étant donné qu'une posture plus basse, ça te fait vraiment des déplacements beaucoup plus explosifs étant donné que tu es plus bas, en fait, tes jambes, c'est un peu comme, enfin, quand tu es une posture plus basse, ça te fait des jambes un jeu de jambes, bien plus à ressort. Enfin, ouais, c'est comme ça, tu es un peu un ressort. Michael Chandler, par exemple, très explosif, posture, centre de gravité très, très basse, et ce qui fait que quand il explose, quoi. C'est un vrai ressort. Et je pense que pour casser la distance face à Oumar, baisser son centre de gravité et plus fonctionner, enfin, pour favoriser ses bursts, pardon, ses explosions, je pense que c'est un truc qui pourrait bien fonctionner là aussi. Donc voilà, c'est un peu tout ce que j'avais noté sur le game plan pour Dvalishvili et du côté de Nurmagomedov, j'ai noté vraiment beaucoup de choses. Enfin, ouais, pas tant que chose en fait, mais favoriser la pression, essayer de mettre la pression. Comme je l'ai dit, Oumar Dvalishvili, c'est un gars qui travaille constamment en pression et qui est pas très efficace sur son pied arrière. Il a de bons déplacements latéraux, mais il envoie très peu de volume, très peu de contre. Donc je pense que si on arrive à le mettre sous pression, qui est vraiment pas facile, on peut déjà ça limite déjà son volume, mais ça permet de beaucoup mieux travailler. Et c'est un peu paradoxal ce que je vais dire, mais quand même garder le kicking range. En fait, ce que je vous conseillerais de faire personnellement, c'est un peu en striking, de faire un peu du Conor McGregor. Rester à distance, imposer le boxing range, beaucoup travailler avec des kicks sur la jambe, principalement un side kick face à Oumar, enfin face à Dvalishvili, pardon. Je conseillerais vraiment de rester en southpaw, en garde de gaucher. Beaucoup travailler en side kick sur la jambe avant de Dvalishvili. Et voilà, et aussi beaucoup travailler les kicks au corps pour non seulement garder Dvalishvili à distance, mais aussi l'entamer au niveau du cardio. Et c'est un truc que je pense, ouais, les kicks pour maintenir à distance, c'est un truc que Nurmagomedov sait parfaitement faire. Voilà, il sait incroyablement le faire. Et les moments où Dvalishvili avance, contrer plutôt en anglaise. Enfin, voilà, lui mettre la pression, beaucoup le harceler en kick pour les moments où Merab va avant, c'est vraiment salement le contrer en anglaise. Aussi les genoux et les uppercuts, étant donné qu'il a la garde bien haute, ça peut aussi être très efficace en genoux et en uppercut. Les front kicks aussi à la tête. Donc voilà, comme je l'ai dit, garder la distance et aussi pour les amener au sol, pas trop, enfin, je pense pas que ce soit très utile de favoriser les shoots, mais par contre, un truc, c'est que quand Dvalishvili avance, quand il arrive un peu au clinch, je trouve qu'il est très sensible au foot sweep, au balayage de pied. C'est un truc que Petr Yan a fait 2 fois dans leur combat et ça a permis à Petr Yan de prendre de très bonnes, enfin de garder Merab un peu au sol pendant quelques secondes et de prendre la top position pendant quelques secondes. Bon, Merab, il est pas non plus resté 2 minutes parce que ouais, il a très très, enfin, Petr Yan a assez vite a été un peu trop passif, je pense, dans ces positions là et du coup, ben, Merab a réussi à s'en sortir assez vite. Et évidemment, c'est sa grande force. Voilà, chercher à prendre le dos et essayer de finaliser avec un étranglement arrière. Face à Cory Sandhagen, il a eu, je crois, ouais, je crois qu'il a eu 5 moments, voire plus, où il a réussi à choper le dos de Sandhagen. Et en fait, Sandhagen a réussi à ne pas se faire prendre en rear naked choke, mais enfin, il a gardé assez loin des bras de Merab, mais je pense, enfin de Oumar, pardon. Mais je pense que c'est surtout un truc, enfin un élément physiologique du fait que Cory Sandhagen, il est très très grand, très très fin pour la division. Donc je pense que ça a favorisé le fait qu'il a limité
les moments avec Oumar sur son dos. Là, c'est pas le cas. Il est plus grand que Merab. Il est plus, voilà, il a d'ailleurs, je pense que c'est lui qui a l'avantage des mensurations sur tous les plans, que ce soit sur l'envergure, sur la taille, sur la longueur de jambe, etc. Donc voilà, là, c'est vraiment son jeu à Oumar sur ses 7 soumissions. Je crois qu'il n'y en a qu'une seule qui n'est pas un étranglement arrière, c'est une guillotine. Et je crois que et voilà, le reste, c'est que des étranglements arrière. Il est excellent en étranglement arrière. Sa grande force, c'est vraiment ses prises de dos. Donc, à mon avis, c'est vraiment tout ce que j'ai dit là, la pression, les kicks, contre un anglaise, etc. Southpaw stance, foot sweep. Bah, ça, enfin, pour moi, c'est vraiment quelque chose qu'il doit utiliser pour favoriser pour que Dvalishvili expose son dos, choper le dos et finaliser en rear naked choke. Bah, j'ai pas vu, enfin, ouais, j'ai pas souvenir que Merab, enfin, d'avoir vu Merab avec quelqu'un dans son dos. Donc, ouais, je peux pas dire s'il a une bonne défense ou pas avec quelqu'un dans son dos. Donc, c'est un point d'interrogation, un X factor. Ça se trouve, il a une défense parfaitement au point, d'autant qu'il s'entraîne avec Aljamain Sterling, qui est un gars qui travaille excellemment bien du dos. Donc, à mon avis, c'est un des meilleurs sparring partners pour préparer à ça. Donc, ça se trouve, il va se ramener avec une défense de Ryan Naked-Choke exceptionnelle. Mais voilà, c'est vraiment le jeu de Nurmagomedov. Donc, vraiment viser à choper le dos et finir avec cette soumission-là. Et donc, pour passer un peu sur la partie préférence et pronostic, donc déjà, commencer par le pronostat, c'est c'est compliqué. En vrai, depuis que je pense à ce combat, je fais que de basculer dans un sens ou dans l'autre. Sur le papier, enfin, vraiment sur le papier, quand on met leurs forces et leurs faiblesses en parallèle, je pense que c'est un match-up qui avantage un petit peu plus Nurmagomedov. Je pense que c'est un gars qui a vraiment un très bon style pour emmerder Dvalishvili. Voilà, le fait que c'est un combattant à faible volume en face d'un Dvalishvili qui est un combattant à très haut volume me font plus se rapprocher du 50-50. Voilà, sur le papier, je dirais que c'est plus un 50-45 pour Nurmagomedov. Cela dit, l'expérience est vraiment du côté de Dvalishvili qui a affronté beaucoup plus de gars au plus haut niveau. Et même si Nurmagomedov s'est montré au point face à un Cory Sandhagen, qu'il a réussi à prendre Cory Sandhagen sur ses forces, voilà, on peut assumer que le déficit d'expérience est compensé par la compétence. Cela dit, voilà, Sandhagen est un excellentissime combattant. Stylistiquement, ça n'a rien à voir avec. Ça n'a vraiment rien à voir avec Dvalishvili. Donc, ouais, je pense que l'expérience face à un gars comme Dvalishvili est vraiment un point très très important à avoir. Donc, ouais, en pronostat, vraiment, je rentrerai sur du 50-50. Ouais, sur le papier, je rentrerai un peu plus, enfin, j'irai un peu plus sur Nurmagomedov. Cela dit, voilà, l'expérience supplémentaire me donnerait le petit plus de 5% pour Dvalishvili et le donnerait en 50-50. Ma préférence va vraiment à Dvalishvili. J'aime beaucoup ce combat. Tant depuis son combat face à Petr Yan, je suis vraiment. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Il est en train de marquer l'histoire de la division bantamweight avec la plus longue série de victoires et de très loin. Je pense qu'avant lui, la plus longue série de victoires, c'était celle de Renan Barão à l'UFC. Enfin, dans la division, c'est clairement Renan Barão qui a enchaîné, je crois, une bonne vingtaine, entre 20 et 30 victoires consécutives, donc c'est pas banal. Mais à l'UFC, il avait enchaîné 9 victoires consécutives avant d'être stoppé par TJ Dillashaw. Et là, Merab, il est déjà à 11 victoires consécutives et j'ai envie de le voir repousser cette limite de plus en plus. Voilà, au vu du niveau de la division bantamweight, ce qui est vraiment pas banal, j'ai envie de le voir continuer. En termes de style, j'avoue que j'ai un gros faible pour Dvalishvili. Et voilà, même stylistiquement et même en termes de personnalité, Dvalishvili sur les réseaux, il est extrêmement drôle. Je vous invite à aller vous abonner à son compte Instagram qui est plein de, enfin ouais, qui est plein de, voilà, son compte Instagram, c'est pépite sur pépite. Donc voilà, je vous conseille d'aller voir ça. Ma préférence est clairement sur une victoire de Merab. Voilà, le résultat qui me conviendrait le mieux, c'est une domination totale de Dvalishvili qui se conclurait sur un petit TKO Grand and Pound fin du 4e round. Cela dit, mon pronostic final, le vrai pronostic pur et dur, irait plutôt sur Nurmagomedov. Je pense que c'est vrai. Encore une fois, je l'ai dit, je pense que stylistiquement, c'est vraiment pas le meilleur des match-ups pour Merab. Je pense pas je pense qu'il arrivera mieux préparé que ce qui est arrivé au Malais. Je pense qu'il arrivera
plus déterminé, plus préparé, un style comme Merab et j'ai un putain de feeling sur un Nurmagomedov qui gagne par, rear naked choke au 3e round. Voilà, parce que même si je l'ai dit, Dvalishvili, hein, il a un mental exceptionnel, ça reste un humain, mais sur une soumission sanguine, il y a un moment où il perd connaissance. Le jeu de Nurmagomedov, comme je l'ai dit, c'est vraiment les prises de dos, donc je le vois vraiment, prendre le dos à la moitié du 3e round, et voilà, réussir à lock, le rear naked choke et Merab qui finit par, pass out avant la fin du round. Ouais, j'ai vraiment un putain de feeling là-dessus. J'ai vraiment un putain de feeling sur ce 3e round. À mon avis, ça va vraiment être un round, décisif. Donc voilà, c'est pas ce que je souhaite, mais mon pronostic final va se porter sur un Oumar Nurmagomedov qui sera sacré nouveau champion par, soumission, voilà, au 3e et pour prendre un peu large, 4e round. Mais voilà, je vois vraiment ça, arriver de cette manière. Et en soi, c'est pas plus mal parce que là, actuellement, je pense que celui qui sera en pole position pour le oui, c'est vrai que Nurmagomedov a évoqué un combat face à Sean O'Malley pour sa première défense de titre s'il gagne. Bon, bah oui, c'est le champion sortant, il y a pas eu ça, bon, c'est une grosse star, tout ce que tu veux, mais c'est vrai que, bon, dans tous les cas, je pense que Oumar est un très mauvais match-up pour O'Malley, mais surtout, moi, le combat que j'ai envie de voir, c'est face à Petr Yan, ben, et je crois, et s'est replacé en tant que numéro 3 de la division. Son combat face à Davison Reis Figueiredo ressemblait beaucoup à un title eliminator. Et un Nurmagomedov Petr Yan, j'ai vraiment envie de voir ça. J'ai vraiment, vraiment envie de voir ça. Bon, comme j'aimerais bien voir une revanche entre Dvalishvili et Petr Yan, mais c'est vrai que stylistiquement, je suis plus attiré par le Nurmagomedov contre Petr Yan. Mais donc voilà, mon pronostic final, Oumar Nurmagomedov, voilà, soumission, 3e round. Ouais, et c'est comme ça voilà, c'est là-dessus que je conclurai cette preview. Merci à vous de l'avoir suivi, j'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, d'ici quelques jours, enfin, si j'arrive à bien agencer comme je le veux, cette vidéo sortira le lundi, voilà, le lundi 13 janvier. Si tout se passe bien, normalement, je devrais sortir la preview sur le Makhachev Tsarukyan le mercredi 15 janvier, du coup. Et donc voilà, donc jusque-là, ben, voilà, j'espère que tout cela vous aura, enfin, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson, le pouce bleu, le partage, le commentaire. Et si le contenu de la chaîne vous plaît, l'abonnement. En tout cas, moi, je vous dis à très bientôt et salut!